Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue à Laurent Broudou. Aujourd'hui c'est un format un peu spécial parce que je vais être accompagné d'Arthur Combe qui est avec moi et aujourd'hui on va parler de Java. When I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Alors, rapidement, pour remettre un peu de contexte, Java, ça a fêté récemment ses 25 ans, donc ça commence à faire pas mal d'années, surtout dans la technologie. Et aujourd'hui, on va discuter un petit peu de l'évolution de Java, de voir où va Java, quelle direction prend ce langage. Est-ce qu'on est plutôt dans la direction de tout ce qui est cloud native, tout ce qui est direction un petit peu... framework serverless et tout ça. Et pour discuter de tous ces sujets-là, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné de Laurent Broudou, qui est, et je vais essayer de pas me rater sur le nom de son poste, qui est principal App Dev Solution Architect chez Red Hat. Bonjour Laurent. Ouais, bonjour Philippe, merci beaucoup pour l'introduction. Ouais, c'est quel titre ronflant. Donc, juste en quelques mots, la partie intéressante du titre, c'est Solution Architect et App Dev. Moi, chez Red Hat, justement, je m'occupe de toute cette partie développement d'applications et cloud native parce qu'effectivement je m'attache particulièrement à tout ce qui est pratique et architecture de dev moderne. Voilà. Ah, ça claque. Et en plus, ça tombe bien parce que nous, on adore le développement chez nous. Voilà. Avant de rentrer un petit peu sur la présentation de qui tu es, est-ce que la question que je pose toujours en démarrant ce podcast, est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique? Ah ouais, mais le premier, on l'oublie jamais. Alors, le premier projet, donc moi j'ai un peu plus de 40 ans, donc j'ai commencé à bosser en 2001. Et je faisais déjà du Java. Hein. J'ai fait du Java à l'école, à l'université. J'ai eu la chance d'avoir un prof d'université qui était contributeur chez Apache. Et en fait, j'ai commencé comme architecte technique sur la modernisation d'un système assurance. Je mettais en place en fait un portail pour les agents et les salariés. Donc c'était du Java 1.2, c'était du J2E avec WebLogic V4, c'était des EJB, on faisait de l'accès au mainframe via Tuxedo, via des gateways CICS, via du MQ Series. Voilà, donc énormément de Java et tous les acronymes qui vont avec, JTA, JCA, JMS et tout le tout team. Et les EJB, je pense qu'ils donnent encore des sueurs froides à ceux qui en ont pratiqué. Voilà, c'est ça. Et encore à ceux qui doivent encore les moderniser, parce qu'il en reste des fois. Ça va pas être très drôle. Est-ce que tu peux tu travailles chez Red Hat. Je pense que pour tous les gens de ma génération et peut-être pour celle d'avant même, Red Hat c'était une boîte qui continue à faire rêver parce que c'était une boîte hyper technologique, hyper intéressante. Est-ce que tu peux nous présenter en une phrase Red Hat parce que je pense que tout le monde connaît et puis un peu ton parcours et ton métier chez Red Hat. Ouais, donc Red Hat, le leader de l'open source, hein, d'accord. Donc avec des fondations vraiment système, hein, l'OS Linux, la fameuse Red Hat Enterprise Linux, la distribution entreprise. Et puis au fil des années, Red Hat c'est devenu aussi une boîte qui fait du middleware par différents rachats, par différentes intégrations de communautés. Et moi c'est vraiment la partie qui m'intéresse. Donc typiquement, effectivement, Red Hat a accueilli JBoss il y a quelques années pour du serveur d'application, pour des problématiques d'intégration, pour des problématiques aussi de BPM. Donc maintenant c'est Red Hat, c'est à la fois de l'infrastructure qui a évolué vers de l'infrastructure cloud aussi, de l'OpenStack, du storage, des VM, ce genre de choses, et du middleware, de l'app dev, avec toute cette partie Java, intégration, API management et pratique de développement autour de tout ça. Mais Red Hat, c'est français ou c'est juste la partie France où tu es là en ce moment? Alors Red Hat, maintenant c'est une boîte à l'origine américaine et il y a une antenne Red Hat France. Red Hat France, on est à peu près 250 employés et ça se divise à peu près 50-50. On est 50% rattaché plutôt à l'entité commerciale, ce qui est mon cas, et 50 autres % qui est rattaché à la partie engineering, R&D. Donc ça, ce sont des ingénieurs qui travaillent de chez eux en remote. Et vous avez plus ou moins les mêmes projets que la maison mère aux États-Unis ou c'est vraiment deux entités totalement différentes, vous faites deux choses différentes? Non, on est vraiment aligné en termes de stratégie. On est vraiment une approche worldwide et globale parce qu'effectivement derrière, notre
je dirais notre ADN, c'est bien les communautés open source et elles sont worldwide. Voilà, elles sont hyper distribuées par nature et donc on est vraiment aligné sur voilà les projets open source qu'on va transformer en produits pour ensuite effectivement offrir du support au travers de souscriptions à nos clients. Et toi, dans tout ça, alors? Donc, moi, dans tout ça, donc, sur cette partie, effectivement, pratique de développement, je suis rattaché, effectivement, à l'entité commerciale. Je suis un technicien rattaché à cette entité pour, justement, prêter main forte dans tous les sujets très avancés au niveau technique. Donc, quand il s'agit de faire des POC avancés, quand il s'agit, voilà, de faire des démonstrations avancées, d'adapter les technologies au use case du client sur toutes les phases plutôt avant-vente et avant-projet, quoi. Ok. Sacré métier, ça demande pas mal de taf. C'est de l'apprentissage continu, mais c'est passionnant. Super. Vous êtes plusieurs à ce poste ou t'es tout seul à faire ça? Ouais, alors l'équipe d'avant-vente AppDev chez Red Hat, aujourd'hui on est 6. Voilà. Bon, ça fait une belle équipe. Ça fait une belle équipe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à couvrir, donc on a tous un peu notre spécialisation, voilà. Donc, mais il y a de quoi faire. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur avant de rentrer dans le détail technique. On parle de plus en plus de cloud. Bon, c'est pas vraiment une nouveauté, de conteneurs, et de plus en plus on parle d'environnement serverless. C'est un sujet qui pop beaucoup chez nos clients de plus en plus, et il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Chez Red Hat, on en pense quoi? Vous pensez où est-ce que vont les solutions serverless? Où est-ce que ça va le marché de l'hébergement? Est-ce qu'on va tous vers que du serverless? Est-ce qu'on va avoir plutôt des choses un peu hybrides? C'est quoi la vision aujourd'hui que vous pouvez avoir? Alors, déjà une chose importante chez nous, c'est que souvent il y a un petit peu un amalgame qui est présent dans la tête des clients, des gens qu'on rencontre, c'est la distinction entre serverless et function as a service. Voilà, donc c'est vrai que est-ce que tu peux nous réexpliquer pour nos auditeurs un peu la différence entre les deux? C'est deux mouvances fortes. Alors, function as a service, je dirais que l'idée principale, c'est de réussir à simplifier le développement jusqu'à se dire on oublie toute la plomberie autour du développement et on écrit des simples fonctions. Et automatiquement, elles vont être packagées, exécutées simplement quand il y aura effectivement une charge de requête qui arrivera. Et c'est ça qu'on peut retrouver chez AWS Lambda ou les Azure Functions. Exactement, c'est ça. Et c'est là où voilà, il y a un petit peu effectivement un biais qui se crée. Le fait que les fonctions ne s'exécutent que quand elles sont effectivement sollicitées, c'est cette partie serverless où on se dit, en fait, effectivement, nos applications, elles peuvent être aussi serverless, c'est-à-dire que elles ne sont effectivement démarrées que quand elles sont sollicitées. Sinon, le reste du temps, en fait, on les scale à zéro et elles ne consomment pas de ressources. Pendant ce temps-là, elles nous permettent effectivement d'optimiser la facture. D'accord. Donc, nous, notre conviction, c'est de se dire qu'effectivement, il y a une tendance function as a service qui est là pour des choses simples, pour des use cases qui sont facilement exprimables sous forme de fonctions, qui sont aussi très orientés stateless, puisque effectivement, si on est juste là le temps de la fonction, après notre donnée, il faut bien la servir, il faut bien l'enregistrer quelque part ailleurs. Mais pour autant, on peut être serverless sans forcément utiliser des fonctions. Et nous, c'est vraiment en fait cette approche qu'on choisit en orientant en fait notre stratégie serverless autour du container, pour se dire que le container, effectivement, c'est ce qui va nous permettre d'unifier le mode de packaging et le mode d'exécution, aussi bien des applications traditionnelles que des applications plutôt orientées fonctions. D'accord. Donc, on va tout mettre dans des containers. Et puis derrière, on va se baser sur un framework de Kubernetes qu'on appelle Knative pour justement faire en sorte que ces containers, en tout cas ceux qui sont très adaptés, qui présentent un temps de démarrage hyper rapide, un footprint faible, effectivement, on va les transformer en workload serverless. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, nous, le débat qui a chez beaucoup de clients, c'est qu'ils font effectivement serverless. Pour eux, ça veut dire c'est fonction quoi. Ils font essentiellement, et ça veut dire Lambda et Azure Functions dans leur tête. Ça veut dire ça, et ils veulent
tout ce qu'on passe là-dessus, mais en fait, comme tu l'as dit, c'est passer des applications entières sur ce genre de choses, ça devient vite très compliqué et ça répond pas vraiment aux objectifs là-dessus. C'est ça. Et puis souvent, ça demande en fait un effort de découpage qui est absolument phénoménal. Parce que la fonction, vraiment, c'est quelque chose qui doit être assez minimaliste. Donc, découper une application déjà conséquente en plein de fonctions minimalistes, c'est vraiment un travail conséquent. Ouais, c'est un travail conséquent. Effectivement, nous, le cas, on utilise beaucoup d'Azure Functions et de toutes ces fonctions, c'est vraiment dans le cadre de petits trucs périphériques ou de petits trucs rapides à côté qui nous arrangent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grosses applications qui sont passées comme ça parce que c'est trop compliqué à développer et à maintenir. Ouais. Mais néanmoins, effectivement, le serverless et le fait, de pouvoir effectivement ne plus consommer de ressources quand on n'est pas sollicité, ça offre des perspectives énormes. Et c'est pour ça que on pense qu'il faut pas l'associer forcément en fonction et que des applications non fonctions peuvent en profiter, voire même des applications Java peuvent en profiter. Ouais, et ça va faire ma transition, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous empêche de faire ça, nous, alors on est des gros consommateurs de Spring Boot et de ce genre de framework, c'est que le temps de démarrage empêche de faire du serverless parce que le client il est pas prêt, que la première fois qu'il l'appelle, ça prenne 30-40 secondes. Et c'est vrai que en étant un fanatique de Java depuis des années, j'étais presque désespéré de me dire bah oui, finalement le serverless ne va pas pouvoir fonctionner avec Java et on va devoir se tourner vers des technos qui ont un temps de démarrage très très court. Et dans ce micro-monde des frameworks Java est apparu Quarkus, donc un framework dont tu vas essayer de nous parler et qui a comme promesse de changer un peu ça, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Bah effectivement, nous le constat qu'on faisait chez Red Hat, c'est que on voyait pas mal de développeurs, pas mal de nos clients, bah voilà, se tourner vers d'autres runtime, se tourner vers du Go, vers du Node.js pour justement atteindre ces temps de démarrage, ces temps de bootstrap super faibles. Et clairement, on trouvait ça dommage parce que l'écosystème Java, bah, effectivement, il est connu, il est maîtrisé, il est énorme et c'est juste dommage de pas en profiter. Et vraiment, Quarkus est né de ça, quoi, de ce constat qu'il fallait un petit peu transformer Java pour le rendre à nouveau hype, pour le rendre cloud native et puis serverless friendly. Donc vraiment la baseline de Quarkus, c'est dire que c'est le supersonic subatomic Java, parce qu'effectivement ce qu'on cherche à obtenir, ce qu'on obtient avec Quarkus, bah, c'est des temps de démarrage de l'ordre de quelques millisecondes pour une application Java. Donc ça ouvre vraiment les portes à faire rentrer nos applications Java carrément dans cette approche serverless. Ouais, ça, et en plus une consommation de mémoire qui est fortement réduite, quoi. Bah, exactement, les deux vont de pair, un footprint vraiment très faible. Alors on peut constater jusqu'à divisé par 10, divisé par 15 par rapport à une application Java traditionnelle, et puis un temps de démarrage absolument phénoménal de l'ordre de quelques millisecondes. Et est-ce que le fait que vous soyez, j'imagine que vous êtes les premiers, c'est qu'il y avait vraiment avant un problème technique qui faisait que tout le monde se disait c'est impossible et que vous avez réussi à surpasser, ou est-ce que c'est juste que personne n'y avait pensé avant et que les gens trouvaient pas le besoin? C'est pas forcément un problème technique, mais c'était plutôt en fait une approche un petit peu, je vais pas dire dogmatique, mais qu'on avait en Java. Java, traditionnellement, on disait que c'était write once et run everywhere. On écrivait une fois et voilà, ça s'exécutait partout. Et derrière, c'est vrai que on utilisait une JVM et on utilisait un compilateur just in time. Et ce qu'on a tous appris à l'école. Et voilà, et ce compilateur just in time, il n'y a pas de secret. Quand on lance une application Java, il commence par découvrir les classes, parser les métadonnées. En plus, derrière, quand on a effectivement un framework qui répondait un petit peu à ce dogme, il chargeait des fichiers de configuration, il utilisait des proxys dynamiques pour masquer plein de choses aux développeurs. Et tout ça, ça faisait en fait un temps de démarrage qu'on pouvait pas, vraiment une marche en dessous de laquelle on pouvait pas aller tant qu'on restait dans ce dogme.
Et en fait, l'idée qu'on a eue côté Red Hat, c'est de se dire, mais le run everywhere, aujourd'hui, il est un peu tronqué parce que c'est run everywhere, mais dans un container Linux. Donc, quelque part, si on sort un petit peu de ce dogme, on peut justement se dire, ben, on fait plus de la compilation just in time, on fait de la compilation ahead of time, au moment du build. Donc en amont, ouais. En amont, voilà. Donc on arrive effectivement déjà à tout un tas d'optimisations, parce qu'on va générer tout un tas de choses au niveau du build. Et puis, cerise sur le gâteau, on peut même aller plus loin, on peut se dire, mais si je m'exécute dans un container Linux à tous les coups, ben pourquoi est-ce que je pourrais pas compiler directement mon application en un binaire natif? Et là, je reviens sur exactement ce que je fais avec du Go. Donc j'ai exactement l'équivalent en termes de footprint et de temps de démarrage. Donc, et ça, pour tous ceux qui nous écoutent, moi j'ai testé alors sur plusieurs petits projets le framework. Effectivement, la promesse est tenue, en tout cas sur les temps de démarrage sur des projets simples. Il n'y a pas de souci, quoi. Ça fonctionne bien, la mémoire est vraiment réduite. C'est assez impressionnant. Exactement, ouais. Alors on a vraiment deux modes de fonctionnement dans Quarkus. On peut se dire, effectivement, on reste sur une approche JVM, mais on a quand même une compilation ahead of time, ce qui va nous donner, une conso mémoire divisée par 2, déjà des temps de démarrage beaucoup plus sympas, de l'ordre de 2-3 secondes pour une web app traditionnelle. Ou alors on peut se dire, on peut aller un cran plus loin et on fait le packaging en natif. Voilà, pour vraiment revenir sur quelques millisecondes et des consommations mémoire, de l'ordre de quelques dizaines de mégas en termes de footprint, quoi. Et là, du coup, pour nos auditeurs, c'est alors pour bien expliquer, c'est au moment où vous compilez votre application, soit vous allez sortir ce que vous appelez un Uber jar, si je dis pas de bêtises, c'est un jar avec comme vous aviez sur un Spring Boot, un truc qui est bootable avec tout dedans. Soit vous passez en compilation native et là vous obtenez un binaire, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et on va même pouvoir, je pense que l'idée ultime, c'est aussi d'associer les deux, c'est-à-dire que le mode JVM, il a tout un tas d'avantages quand on est en mode dev, en mode première validation, intégration, voilà. Et puis, quand on a passé ces différentes étapes-là, effectivement, dans la chaîne CI/CD, au bout d'un moment, on va se dire, à partir d'ici, je compile en natif et j'ai un binaire qui est beaucoup plus petit. Parce qu'après, cette compilation native, elle a quand même un coût non négligeable en termes de temps, en termes de consommation mémoire. Faut pas la faire systématiquement, sinon on casse la productivité, mais on peut vraiment allier les deux au sein d'un pipeline CI/CD, par exemple. Moi, ma question, c'est est-ce que cette approche vers le clone native, est-ce que ça impose des contraintes aux développeurs Java? Est-ce qu'il y a des limitations dans l'usage de Java, ou est-ce qu'on peut utiliser l'intégralité de toutes les librairies qu'on a l'habitude d'utiliser, ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire, ou on n'a pas le droit de faire, ou il faudrait mieux pas faire? Avec Quarkus, vraiment, on peut faire pratiquement tout, vraiment tous les use cases de ce pourquoi on utilise Java aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire des microservices, type web app qui parle à un back-end, à une base de données. On va pouvoir faire des composants qui font plutôt des batchs, voire qui font du micro-batching, du streaming. On peut tout à fait, c'est super intéressant d'utiliser par exemple la librairie et de faire du Kafka streaming. D'accord. Avec Quarkus pour des applications qui sont data intensive, c'est vraiment très très adapté. Il y a un module aussi function as a service dans Quarkus, donc on peut avoir aussi cette approche où on ne s'occupe que de la fonction et on oublie tout le reste autour. Et là, vous arrivez aussi à être en natif? Et là, on va être aussi en natif, ouais, tout à fait. On va pouvoir faire des outils en mode CLI, d'accord, parce qu'on a effectivement des extensions qui permettent facilement de parser les arguments CLI et puis de produire, pareil, un tout petit binaire natif comme un Go avec un comportement CLI. Enfin, vraiment n'importe quelle application Java qui présente un simple main
on peut la mettre en Quarkus. D'accord. Et du coup, potentiellement, on retrouve, pour expliciter un peu ça, on peut utiliser l'Hibernate classique, tout ce qui tourne autour de ce qu'on a l'habitude de REST, tout ce qui est CI, enfin n'importe quelle librairie qui sont dans le monde classique de Java, quoi. Ouais, exactement. Ça va être aussi une des richesses de Quarkus, c'est que on veut absolument s'appuyer sur les standards, sur l'écosystème déjà en place. Donc, dans Quarkus, vous allez avoir en fait un mode de programmation que vous connaissez bien, en utilisant JAX-RS, en utilisant CDI, en utilisant JPA, Hibernate, en réutilisant des librairies Kafka, que sais-je. Enfin, vraiment, tout l'écosystème là est complet. Il y a une chose qu'on va pas pouvoir faire facilement en Quarkus, mais c'est vraiment des use cases spécifiques en Java, c'est des choses qui nécessitent du class loading dynamique. D'accord. Je prends un exemple, c'est vos IDE aujourd'hui, des IDE traditionnels à la Eclipse, à la IntelliJ, ils usent et abusent du class loading dynamique, où on peut charger des nouveaux plugins, où ils sont découverts par la JVM et ils sont automatiquement, voilà. Ça, c'est des choses qu'on va pas pouvoir faire facilement, qu'on va pas pouvoir faire même en Quarkus natif. Mais c'est presque un choix, quoi. Voilà, parce que on sort du paradigme où on est dynamique, où on run everywhere. On est venu dans un paradigme où on fait du linkage ahead of time, d'accord, au build time, et donc, en fait, on se coupe de toute cette partie dynamique. D'accord. Mais effectivement, c'est un choix. Tout ce qui est réflexion en Java, c'est possible. La partie réflexion va être possible. On va devoir la configurer pour justement, quand on passe en mode natif, dire attention sur ces classes-là, sur ces packages-là, je vais faire de la réflexion. Donc, il faut que tu me gardes au niveau du binaire natif toute une partie de metadata qui me permettront de faire de la réflexion. D'accord. Mais effectivement, la réflexion, c'est indispensable pour la plupart des frameworks, par exemple Jackson ou JSONB quand on fait, voilà. Donc, typiquement, voilà, ou quand on fait du Kafka, typiquement, effectivement, c'est une des tâches qu'on va devoir faire si on veut produire un binaire natif. Il faut que nos classes qui servent à la sérialisation de sérialisation, on les indique comme étant utilisables en mode réflexion. En termes d'état d'avancement du projet Quarkus, vous en êtes où? C'est-à-dire que vous considérez que vous avez une version qui peut convenir à tout le monde, ou vous avez une roadmap devant vous assez importante pour arriver à couvrir tous les scénarios d'utilisation? Alors non, vraiment, Quarkus, ça a été très vite et c'est production ready. Aujourd'hui, donc Quarkus, ça va avoir 3 ans. D'accord, c'est sorti, on a lancé les choses tout début 2019 et on est vraiment production ready depuis le deuxième semestre 2019. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que côté Red Hat, on a justement offert du support sur Quarkus. On a ce qu'on appelle le Red Hat Build of Quarkus, qui est vraiment la version supportée par Red Hat. D'accord. Et on a en production pas mal de références, des gros comptes qui passent sur Quarkus parce qu'effectivement ils y trouvent plein d'avantages. Et combien de temps depuis l'idée de Quarkus et le premier build de Production Ready, combien de temps il vous a fallu? Globalement, alors on a fait quelque chose qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire chez Red Hat. Ça a même soulevé plein de discussions en interne. C'est que en fait on a travaillé un peu en vase clos en courant 2018. D'accord, il y a eu une grosse phase de R&D qui s'est fait en interne Red Hat 2018. Et on n'avait pas l'habitude de faire ça parce que souvent l'ADN de la société, c'est plutôt de dire dès le début, on ouvre à toute la communauté. Et là, on voulait vraiment prendre du temps pour vérifier que effectivement, si on sortait du paradigme de base de Java, on arrivait quand même à faire quelque chose qui soit utilisable, parce que derrière Quarkus, il y a aussi l'ambition d'avoir une expérience développeur qui soit super satisfaisante. Et on voulait vraiment valider ce point-là. D'accord. Et donc voilà, la R&D a été faite courant 2018, je pense vraiment sur le deuxième semestre 2018. Et puis l'annonce, l'ouverture à la communauté début 2019, et voilà, sur le deuxième semestre 2019, le support, le production ready.
Et la communauté, comment elle a réceptionné le produit? Elle l'a vu comme une révolution? Est-ce que vraiment il y a eu beaucoup de soutien? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de contributions? Ouais, il y a eu vraiment un gros engouement sur Quarkus et on peut le voir, notamment à la richesse de l'écosystème. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de plugins Quarkus parce que justement, pour vraiment tirer parti de Quarkus, il faut quelque part que chaque techno, chaque framework vienne apporter son plugin pour que justement au moment du build time, on puisse dire tiens, tel framework XY, voilà tel type d'optimisation qui doivent être apportées ahead of time. Donc, si on veut vraiment tirer parti de Quarkus, il faut qu'il y ait ce plugin qui existe. Et donc là, en 2 ans, on a plus d'une centaine de plugins pour vraiment couvrir de façon hyper large l'écosystème Java. Donc, je parlais bien sûr d'Hibernate tout à l'heure, mais Hibernate c'est un projet aussi pas mal piloté par Red Hat. Mais voilà, il y a des choses comme Volt, comme Consul, comme MongoDB, comme Vertex, qui ont leurs plugins qui s'intègrent, parfaitement dans l'écosystème. Parce que sans le plugin, c'est quand même optimisé par Quarkus, mais avec le plugin, c'est optimisé en plus par la librairie, ce qui fait que c'est encore mieux. Exactement, ouais. Voilà, il y a déjà une première passe d'optimisation qui est faite sur de la compilation ahead of time, mais en plus, quand on a le plugin, justement, on va venir donner des informations supplémentaires pour des optimisations supplémentaires quand on passera en mode natif. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais que donc nous, on est plutôt des faiseurs, des développeurs là-dedans. Tu disais que c'est un framework qui est orienté vraiment pour les développeurs. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire Déjà, il y a plein de choses intéressantes qui viennent sur l'étagère. Sur Quarkus, c'est des choses qu'on partage aussi avec Spring Boot, mais on est vraiment dans une approche convention plutôt que configuration. Donc, effectivement, vous bootstrappez un projet, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place pour vous. Ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant, notamment quand après la cible aussi, c'est de déployer sur Kubernetes, parce que tout ce qui est best practice Kubernetes, donc mes probes, ma gestion des traces, ma gestion des metrics, ma gestion de la configuration avec des config maps, tout ça, ça vient built-in. Et puis après, vraiment, ce qui est intéressant, c'est l'expérience pendant qu'on fait le dev. Et là, avec Quarkus, il y a du live coding. Donc vraiment, on fait CTRL-S dans l'éditeur. À la requête suivante, c'est rechargé automatiquement. Comme on a justement optimisé les choses, on a des temps de chargement qui sont vraiment ridiculement faibles. Donc derrière, ça nous permet aussi de mettre en place, et ça c'est des choses qui sont arrivées avec la version 2 de Quarkus, des choses comme le continuous testing. C'est-à-dire qu'on modifie les tests unitaires, c'est pareil, ils sont automatiquement rejoués. Donc notre idée vraiment de l'expérience développeur, c'est le matin, vous lancez votre projet, vous faites mvn quarkus 2.dev, vous avez la JVM, mais vous la redémarrez pas de la journée. Ouais. Parce que vous allez. On peut avoir sur des frameworks, d'autres langages, type, Angular, JavaScript, ce genre de choses. Quoi. Voilà, exactement. Ça va être la même expérience, et je dirais même pour bien connaître les applications Angular un peu conséquentes, ça rame. On est plus rapide sur Quarkus que le fameux ngserve qui attend et qui recompile tout ton TypeScript. Et compiler en natif, des fois, on a l'impression que c'est plus rapide que de compiler une application en Angular. Peut-être aussi, ouais. Chose intéressante aussi qu'on a apporté là dans la version 2, c'est ce qu'on appelle les dev services. Les dev services, l'idée, c'est de se dire, quand on développe mon application, on a toujours besoin de dépendance, on a toujours besoin d'un container pour la base, d'un container pour un keycloak pour avoir un IDP à portée de main, ou le container du petit copain qui a développé le microservice B dont je suis dépendant. Et en fait, l'idée, c'est que Quarkus va intégrer justement une librairie qui s'appelle Test Containers. Et en fait, on va détecter dans la conf, en fait, Quarkus ses dépendances. On va détecter, par exemple, le fait qu'on ait besoin d'une base Postgre, qu'on ait besoin d'un broker Kafka. Et automatiquement, au démarrage de Quarkus, en fait, il va démarrer les conteneurs dont vous avez besoin.
Automatiquement. Automatiquement. Donc vous pouvez lui dire, bah non, j'ai une base de test où tu tapes sur cette base qui est préexistante, voilà. Mais si vous l'avez pas fait, et si vous voulez partir d'une base fraîche, d'une base neuve à chaque fois, bah effectivement, Quarkus va vous démarrer le dev service associé pour avoir votre broker Kafka, votre base de Postgre, tout ce qu'il faut à portée de main pour développer. Ouais, ça peut être un gain de temps quand on sait le temps d'installation d'un projet. C'est sûr. C'est souvent beaucoup de temps. C'est ça. Puis le temps aussi à maintenir les Docker Compose pour récupérer tout ça. Ben, voilà. Là, c'est directement afféré de la conf. Il voit vous avez besoin d'un Postgre en telle version. Ah, vous n'en avez pas configuré. Il vous en descend un et puis le bind automatiquement au network de votre host pour que tout ça puisse se parler. Pour le coup, ça, c'est effectivement, ça peut être un vrai gain de temps. Il suffit de un flyway pour avoir de la migration base de données et on a tout de suite la base de données qui est prête, qui est à jour. Exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis toute cette partie, effectivement, voilà, live coding, continuous testing, on est aussi en train de la mettre à disposition sur tout ce qui est dev remote avec des conteneurs. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se dire, effectivement, au bout d'un moment, dans ma boucle de développement, bah, effectivement, je sors de mon laptop, je déploie mon conteneur sur mon cube, mais c'est quand même intéressant de pouvoir aller introspecter, voire replacer à chaud la config, même le code. Bah, effectivement, cet outillage pour faire du remote dev et de l'injection sont là aussi dans Quarkus. Donc ça, c'est quand même super intéressant aussi. C'est effectivement assez prometteur. Ça donne très envie. Ça donne très envie. Par rapport à Spring Boot, qui eux aussi essayent d'aller vers du natif, moi j'aurais deux questions. C'est est-ce que il est possible, est-ce que vous recommandez si on a un projet Spring Boot classique, de migrer vers Quarkus, et est-ce que c'est possible dans des délais raisonnables, c'est-à-dire sans réécrire toute l'application? Et est-ce que vous estimez que vous êtes en avance par rapport à ce qu'ils essayent de faire de leur côté? Je pense que vraiment la différence majeure, c'est que voilà, on est sorti du paradigme war, comme on disait tout à l'heure, alors que Spring Boot est toujours dedans. Et effectivement, Spring Boot essaye de faire du natif, de mettre en place de la compilation, de devenir container friendly, ce genre de choses, mais en restant sur un paradigme Spring, où on a mis 150 annotations magiques, enable, voilà, qui vont forcément, effectivement, faire de la plomberie, mettre en place des dynamiques proxy au démarrage, ce genre de choses. Voilà, donc la différence, c'est qu'on est sorti de ce paradigme-là pour dire, mais non, nous, notre cible, on sait que ce sera container Linux, donc on peut faire les choses différemment. D'accord. Alors après, il est possible de migrer. On peut aussi se dire... ce qui est tout à fait faisable, c'est de se dire, je prends mon application Spring Boot, et puis en fait de Quarkus, je ne réutilise que la partie toolchain de build, et la partie qui va me faire quelques optimisations ahead of time sur le build, au moment du build. Donc ça va être déjà intéressant, on va avoir un petit gain. Et puis après, effectivement, par contre, si on souhaite vraiment rentrer dans une approche où on tire parti à fond de toutes les fonctionnalités et toutes les optimisations de compilation native, là, pas y avoir d'autre choix que de sortir de ce paradigme des annotations magiques de Spring pour revenir sur des choses effectivement qui sont plus supportées côté Quarkus, quoi. Côté Quarkus. Oui. Et c'est faisable, c'est-à-dire sans tout réécrire. On peut garder sa logique service, sa logique repository, sa logique entité et la migrer parce que qu'il y ait du boulot, ça me paraît complètement entendable. La question, c'est est-ce qu'il faut tout réécrire et reformer tous ces développeurs à faire ça, ou est-ce que la migration se fait évidemment avec du boulot, mais est-ce que c'est faisable? En fait, le boulot, il va être essentiellement sur la suppression ou la transformation des annotations. D'accord. On va rester de toute façon, on va offrir dans Quarkus les mêmes design patterns que sur Spring Boot. Donc, effectivement, on va pouvoir manipuler des entités soit avec un design pattern repository, soit avec un design pattern active record, comme vous souhaitez. On va avoir toujours un design pattern service, un design pattern de ressources, de rest controller dans lequel on injecte le service. Voilà. Après, c'est juste que Quarkus, de base, il va plutôt s'appuyer sur des annotations microprofile qui font partie du standard microprofile ou du standard
Jakarta E, toutes les annotations JAX-RS, pour réaliser sa magie au build time. D'accord. Là où les annotations Spring réalisent la magie, mais au boot time. Ouais. Donc, voilà, c'est... Mais après, je dirais, c'est carrément envisageable d'automatiser des choses en faisant de la translation d'annotation. D'accord. Mais aujourd'hui, vous fournissez pas, enfin, du coup, il y a pas, même dans la communauté, il n'y a pas de tuto step A, step B, step C pour migrer un projet Spring Boot classique, je veux dire, sans truc trop compliqué, vers un projet Quarkus. Il y a des tutos, il y a plusieurs articles, plusieurs white papers qui ont été écrits, notamment, vous allez retrouver sur le site de Red Hat pour justement expliquer les correspondances entre les différents types d'annotations. Et la chose sur laquelle on est en train de travailler aussi, c'est la mise en place de l'automatisation de tout ça au travers effectivement d'un outil qui s'appelle le MTA, le Migration Toolkit for Application. Voilà, un outil qui est aussi en open source et qui aujourd'hui et hier nous permettait de gérer des migrations, par exemple des migrations de WebLogic vers JBoss EAP ou des migrations de version J2E. Cet outil, on est en train de l'étendre pour pouvoir aussi intégrer des migrations de Spring vers Quarkus. D'accord. Et est-ce que tu penses que pour tous les projets, quel que soit le projet, Quarkus sera mieux qu'un Spring Boot, ou qu'il y a des situations où tu pourrais te dire ouais, Spring Boot, ce serait peut-être mieux dans ce cas-là? Franchement, aujourd'hui, mis à part, effectivement, si j'avais à écrire un IDE avec des comportements hyper dynamiques, ce genre de choses, je vois pas ce qui me ferait plus opter pour Spring Boot que pour Quarkus. Okay. Parce que voilà, je pense que l'écosystème sur lequel s'appuie Spring Boot, de toute façon, il serait utilisable, même s'il n'est pas présent de façon optimisée dans Quarkus, il est utilisable. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Nous, ce qui faisait peur en tant que développeur, c'est quand on est censé utiliser des librairies dans lesquelles on va se sentir bloqué par la suite. Là, on vient avec tout notre passé Java et on peut l'utiliser tel quel, quoi. Exactement. Voilà. Donc, au pire, il va pas être optimisé aux petits oignons pour le passage en natif, mais voilà, vous aurez déjà c'est bien que Spring Boot. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc deux questions pour finir sur cette partie Quarkus, parce que sinon on pourra en discuter pendant des heures. Ça va vers où? C'est quoi la roadmap Quarkus? C'est quoi les prochains enjeux et à quelle échéance? Alors la roadmap, elle est très très véloce, très agressive, parce que on est déjà aujourd'hui Quarkus, on est déjà en version 2.6, d'accord. Donc on va très vite. Il y a une release mineure, donc un 2.6.2, 2.6.3, quasiment toutes les 3 semaines, il me semble. Et voilà, une majeure tous les 2 mois, donc ça va très très vite. La roadmap, elle est sur vraiment le fait d'intégrer de plus en plus de plugins de l'écosystème. D'accord. On est à plus d'une centaine aujourd'hui, mais effectivement, c'est voilà, ça grossit, et on veut faire en sorte de rendre le travail des gens qui développent des plugins de plus en plus simple. Et puis la roadmap, elle est clairement aussi sur voilà ce que je disais tout à l'heure, l'expérience développeur, ce qu'on appelait dans Quarkus le développeur joy. Donc on parlait tout à l'heure des tests containers, du continuous testing. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille énormément. Il y a aussi une console de dev pour pouvoir inspecter, introspecter tout ce qui se passe quand on est en mode dev. C'est vraiment sur ces points-là qu'il y a énormément de features à venir dans Quarkus. Et du coup, la question qui me vient tout de suite à ça, c'est en tant que développeur, on a toujours peur un peu des cycles de développement rapide, parce qu'on a peur des breaking change et qui nous obligent à comment on appelle ça, à tout redévelopper. Ouais. Angular, on a tous vécu cet Angular 1.4 qui nous a fait pleurer pendant des semaines. Est-ce que sur Quarkus, aujourd'hui, Quarkus c'est suffisamment, entre guillemets, stable pour être sûr que dans les quelques prochaines années, il n'y aura pas de breaking change, ou au moins ça sera les migrations seront, j'ai envie de dire, agréables. Parce que ça, le développeur Joy, tu en parlais, je pense que la partie montée de version, c'est vraiment un irritant assez fort. Donc du coup, question. Bah, écoute, aujourd'hui, on a effectivement presque 3 ans de recul là-dessus. Moi, j'ai commencé avec des applications Quarkus qui étaient en 0.15, qui sont passées en 1 quelque chose, en 2. J'ai pas connu de vrai breaking change, là où
y a eu des choses qui étaient un petit peu subtiles parfois, c'est que on fait de plus en plus d'optimisation. Donc quelque part, il y avait des petits workarounds qui étaient introduits sur les premières versions pour justement ne pas casser la compilation native, tout ça, qu'il a fallu défaire par la suite. Donc c'est plus ce genre de choses qui évolue, des éléments sur voilà plutôt sur la chaîne pipeline CI/CD, il y a des choses que sur le code en lui-même, voilà. Donc c'est plus effectivement, tu vois, on parlait tout à l'heure de comment je configure ma réflexion. Comment je configure le fait de, tu vois, d'intégrer ou pas un security manager sur certaines classes dans mon application. C'est plus ce genre de configuration qui ont changé au fil des versions et qui des fois effectivement sont un petit peu sioux. Mais c'est pas du code en lui-même, c'est pas des API qui ont été complètement modifiés. Ouais, c'est pas l'API interne qui a changé, quoi. Et à propos de l'optimisation, est-ce que vous faites encore du travail sur cette optimisation ou vous êtes à un moment où vous êtes en mode ok, je pense qu'on a fait le maximum, maintenant on est plus dans le développeur Joy et l'optimisation ça pourra pas aller plus bas? Non, on fait encore beaucoup d'optimisation. La brique sur laquelle on se appuie pour toute cette compilation native, c'est GraalVM. Ouais. GraalVM, il continue d'évoluer aussi à une vitesse très importante, d'autant plus que maintenant, effectivement, Spring, qui commence à vouloir faire du natif, contribue aussi à GraalVM, a des gros intérêts dans GraalVM, donc ça bouge. Et vraiment, l'objectif de GraalVM, c'est aussi de réussir à rendre les choses plus efficientes, parce que effectivement, la compilation native, ça peut prendre du temps, ça peut être facilement plusieurs minutes. Ça prend beaucoup de ressources en termes de mémoire, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse parcourir tout mettre à plat, parcourir tous les chemins d'invocation. Et ça prend du temps, ça consomme de la mémoire. Il y a énormément effectivement d'optimisation encore à faire là-dessus. Donc ça va bouger encore vraiment pas mal là-dessus. Bon, c'est prometteur. Ça me donne envie. Je dirais que je migre tous mes projets. Ça migre, pour être tout à fait transparent, on a fait des POC et des petits projets, des side projects sur Quarkus, ça s'est bien passé, mais on n'a encore jamais mis un gros projet ou en tout cas migrer un projet dessus. Donc c'est vrai que ça motive assez pour se challenger pour le faire. Ouais. Dernière question, moi juste, j'aurais dû la faire au début, mais toi, t'as contribué au développement et à la création de Quarkus ou t'es arrivé plutôt après dans ce qui a été développement sur Quarkus? Alors moi, de par mon rôle, j'ai plus effectivement la tâche de trouver des use cases, d'illustrer des use cases, de construire des démonstrations. Donc je n'étais pas intégré dans les discussions préalables. Après, effectivement, la chose intéressante chez Red Hat, c'est que on peut tous contribuer, on peut tous donner notre feedback. Donc j'ai modestement amélioré un ou deux plugins à droite à gauche pour notamment, je me souviens, pour faire j'avais un client qui regardait tout ce qui était passage d'une application qui avait des web services SOAP ou des web services qui faisaient du XML et le passer en natif. Il y avait des choses qui étaient optimisables, donc j'ai fait quelques contributions là. Et puis de toute façon, l'ADN de Red Hat, on échange très régulièrement avec l'engineering. On leur fait des feedbacks aussi sur les choses qu'on trouve bien, les choses qu'on trouve moins bien. Donc c'est vraiment super intéressant pour ça. Bon, en tout cas, c'est top d'entendre qu'il y a des trucs qui bougent dans l'univers de Java et qui vont vers quelque chose de plus efficient. C'est ça, ouais. Faut que Java soit fun et soit hype à nouveau pour le cloud natif. Depuis Java 8, il y avait déjà, à partir de cette date-là, il y a eu, je trouve, des tentatives des bonnes tentatives dans la bonne direction de rendre un peu le langage un peu plus cool et un peu plus moderne. Est-ce qu'il n'y a pas eu une peur quand ça a été enlevé de l'open source par Oracle? Est-ce qu'il s'est pas passé un moment où vous vous êtes dit aïe? Ça va peut-être mal finir. Si, mais on voit que ce qui est intéressant, c'est que justement l'écosystème il est dynamique et que il y a eu des réactions, quoi. Il y a une première réaction qui était MicroProfile, qui était un tout petit peu avant Quarkus, mais qui est assez concomitant. Donc le fait de dire on se fait un standard à côté, peut-être plus léger, qui va innover, intégrer plus vite des changements pour vraiment répondre aux besoins des gens qui font des microservices. Et puis maintenant, il y a quand même, je pense que tout le monde est rassuré parce qu'on a vu le move de Java EE à Jakarta EE.
qui est maintenant sous l'égide de la fondation Eclipse. Donc tout ça, c'est assez rassurant et je pense que c'est toujours un écosystème qui est en bonne santé et hyper dynamique. Ça, c'est cool. Parfait, ça m'offre le moment. Tu ne me poses plus de questions, Arthur. Je vais tenter de conclure. Pour conclure, il y a deux questions que j'aime bien poser pour finir. La première, c'est est-ce que tu peux me donner la définition pour toi avec tes propres mots de ce qui pourrait être un bon développeur? avec tes mots. Je n'étais pas préparé celle-là. Non, pour moi, un bon développeur mêle forcément de la curiosité, de l'envie d'apprendre et de l'envie de partager. Je pense que c'est vraiment ce qui va différencier effectivement la personne qui saura bien réaliser une tâche à un instant T de celle qui saura s'adapter à toute la mouvance et toute la nouveauté qu'il y a dans notre métier et qui est fondamentale. Pour moi, ça pourrait être la différence majeure. Ok, et je vais te poser une dernière question, celle-là que j'apprécie particulièrement, c'est est-ce que tu as encore un rêve informatique, parce que moi j'ai tendance de croiser beaucoup de gens qui ont dépassé la quarantaine et qui commencent un peu des fois à être blasés de l'informatique et de tout ça. Est-ce que toi t'as encore des rêves personnels dans le domaine de l'informatique? Ouais, moi j'ai encore un rêve et c'est pour ça que je suis toujours développeur, j'ai toujours un side project. Donc c'est mon violon dingue. Je vais faire un petit peu de promo du coup. Moi je travaille sur un projet open source qui s'appelle Microx sur microx.io et il y a du Quarkus dedans. Il a été démarré il y a quelques années, donc il y avait du Spring Boot et les nouveaux devs sont en Quarkus et l'objectif de Microx en fait c'est d'aider les architectes, les développeurs, les métiers sur tout ce qui est la phase de construction d'une API. Donc avec Microx on va pouvoir très facilement simuler des API avant qu'elles existent, moquer des API pour justement permettre à nos développeurs de travailler en parallèle et puis faire du contract testing sur les API pour valider que ce qu'on a mis en prod, effectivement, ça répond bien à la version 1.3 de l'API, mais toujours à la 1.2, la 1.1, la 1.0. Et quand je dis API sur Microx, on essaye justement d'avoir une démarche qui puisse répondre en fait aux problématiques de nombreuses organisations. C'est la problématique d'empilement des couches. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, API, effectivement, tout le monde va parler de GraphQL, tout le monde va parler de gRPC, mais les API restent. Et puis, on a encore toujours des vieux web services, SOAP. Et l'idée de Microx, justement, c'est de réussir à unifier tout ça et de pouvoir offrir une vision et une démarche qui soit la même, quelle que soit l'API, pour vraiment fluidifier la livraison d'API et faire en sorte que on subisse pas et que ce soit pas une opération, une expérience douloureuse de fournir des API. On aura de plus en plus à le faire dans les années à venir. Ça se présente comment Microx, c'est un ensemble de composants. Alors Kubernetes native ou container native, et puis soit effectivement on l'installe au poste de dev avec un Docker Compose pour avoir ces mocks, ces simulations à portée de main, soit effectivement on met une instance plutôt centralisée, partagée entre différents devs, entre différents départements, différentes BU, et puis tout le monde a accès aux différentes API de tout le monde, peut tester, peut simuler, peut checker la conformité des API, etc. Ok, d'accord. Pour ceux que ça intéresse, on mettra tous les liens dans la description du podcast. Notre temps est un peu écoulé. On a déjà à 50 minutes, c'est un peu plus long que ce qu'on est censé faire. Mais bon, la discussion était passionnante. Et puis pour le coup, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui est aussi tech et qui maîtrise aussi bien le sujet technologique que toi, Laurent. Donc moi, je voulais te remercier de tout le temps que tu as pris pour ce podcast. On mettra le lien de ta bio et tous les gens qui sont intéressés par Quarkus, on mettra les différents liens. Et puis voilà. C'était très intéressant. Ouais. Merci beaucoup pour le temps. C'était une super discussion. Merci. Allez, salut.